En Bourgnon. Bonjour, le mal du siècle, le sida n'a plus de ghetto, les hétérosexuels ne sont désormais vraiment plus à l'abri. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, lance un nouveau cri d'alarme. Les 3/4 des 8 à 10 millions d'adultes séropositifs dans le monde ont été contaminés par des relations hétérosexuelles. Mais encore une fois, déséquilibre nord-sud, c'est dans le tiers-monde que les rapports hétérosexuels sont les premiers responsables de la propagation. Clément Veil-Rénal. Le sida, ça n'arrive pas qu'aux autres. La semaine dernière, Magic Johnson, la star mondiale du basket, révèle devant l'Amérique atterrée qu'il est séropositif. On pense que seuls les homosexuels sont exposés, confie le basketteur. Eh bien non, moi aussi j'ai été contaminé. Personne n'est à l'abri du danger, a rappelé hier l'OMS en révélant les dernières statistiques mondiales sur le sida. La contamination progresse, 5000 personnes sont infectées chaque jour dans le monde et les 3/4 des 10 millions de séropositifs que compte la planète l'ont été au cours de relations hétérosexuelles. Principale zone touchée, l'Afrique, où plus de 3 millions de personnes ont été infectées par le virus du sida depuis le début de l'épidémie. Dans le tiers-monde, les rapports hétérosexuels sont actuellement le principal mode de contamination. Mais ce mode de transmission progresse également dans les pays occidentaux. Aux États-Unis, le nombre de malades du sida infectés à l'occasion d'une relation hétérosexuelle a été multiplié par 12 en 5 ans. Et en Europe, au cours de la même période, cette contamination homme-femme a été multipliée par 9. Les prévisions de l'OMS restent très pessimistes. En l'an 2000, c'est-à-dire dans 8 ans, 40 millions de personnes seront infectées, estime l'OMS. Outre le préservatif, le seul moyen de se prémunir demeure la fidélité dans le couple. Les modifications de la Constitution proposées dimanche par François Mitterrand donnent des sueurs froides à l'opposition. Depuis longtemps, on savait certains de ces ténors favorables au quinquennat notamment. Leur idée, pousser Mitterrand vers la sortie. Ils se retrouvent aujourd'hui pris à leur propre piège. Charles Sanviti. L'opposition exaucée, mandat présidentiel plus court, parlement plus fort, François Mitterrand ne pense pas autre chose. Une révision constitutionnelle, il l'approuve aussi, seulement à sa façon et suivant son calendrier. Loin d'être déstabilisé, le président reprend l'initiative. La droite, elle, aujourd'hui, cherche la parade. François Mitterrand donne le sentiment de l'improvisation. On l'attendait sur le terrain de l'économie, de l'emploi, du pouvoir d'achat. Il rebondit sur le terrain des institutions, c'est son droit, mais il l'improvise. Ce qu'il faut maintenant, je crois que c'est ce qu'il y a de plus important, c'est que l'opposition se réunisse à bref délai. Édouard Balladur l'a demandé il y a quelques heures, pour que nous déterminions ensemble une position d'unité, d'union, pour faire face finalement à ce qui apparaît, les heures passant, comme un piège. Un piège, alors pour éviter tout flottement, Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac se sont appelés ce matin. Ensuite, le 21 novembre, l'UPF va se réunir. Reste qu'aujourd'hui, sur le sujet, l'opposition cherche ses marques. La guerre totale en Yougoslavie, une dizaine d'obus se seraient abattus ce matin sur la vieille ville de Dubrovnik. Les observateurs de la CEE tentent de quitter la ville où leur sécurité n'est plus assurée et les présidents croates et serbes seraient prêts à venir discuter de la paix à Paris. Jean-Paul Géroard. Ils ont dit oui. Le président serbe Slobodan Milosevic et son homologue croate Franjo Tudjman ont accepté de se rendre tous les deux à Paris pour négocier la paix. Ils répondaient à une suggestion faite par une délégation de personnalités religieuses françaises qui les ont rencontrés tour à tour. Cette nouvelle table ronde réunirait les personnalités politiques et religieuses des deux communautés. La date n'a pas encore été fixée. Un nouvel espoir ? L'échec des précédentes médiations européennes et l'absence d'effet sur les combattants des sanctions économiques décrétées par les 12 incitent à la prudence. Sur le terrain, les combats continuent avec la même intensité. Les troupes fédérales progressent peu à peu dans les rues de Vukovar. Depuis plus d'une semaine, les médias serbes annoncent comme imminente la chute de cette ville symbole. Difficile ce matin d'évaluer l'état réel de la résistance croate. Le pilonnage de Dubrovnik continue. Les observateurs européens ont évacué la ville sous les bombes ce matin. Hier soir, l'un des principaux responsables serbes a menacé la Croatie d'une guerre totale si des casques bleus de l'ONU ne sont pas envoyés rapidement sur place. Si les combats actuels ne sont qu'une guerre partielle, on imagine mal ce que serait cette guerre totale. Israël et les négociations de paix au Proche-Orient, le Parlement israélien a adopté hier une résolution. Le plateau du Golan, conquis sur la Syrie en 67, annexé en 81, ne sera pas négociable. Le Golan, selon cette résolution, est indissociable d'Israël et indispensable à sa sécurité.
Le fichier des Juifs parisiens établi en 1940 a été retrouvé au ministère des Anciens Combattants à Paris. Il était resté introuvable depuis la fin de la guerre. Il contiendrait les noms de quelques 140 000 personnes auxquelles les autorités de l'époque avaient demandé de se faire recenser comme juifs dans le département de la Seine. Maître Klarsfeld a demandé la saisie de tous ces documents. La FISA, la Fédération internationale de sport automobile, raye le championnat du monde des voitures de sport de ses plannings. Coup dur pour les constructeurs engagés dans cette compétition, au premier rang desquels on trouve Peugeot. Jean-Philippe Guillain. C'est fini, malgré une première saison très concluante marquée par 3 victoires à égalité avec Jaguar et une deuxième place au championnat du monde derrière Jaguar mais devant Mercedes, Peugeot doit capituler vaincu par les instances internationales du sport automobile. Tout s'est décidé hier soir à Londres au cours d'une réunion entre les principaux constructeurs engagés et Max Mosley, le successeur de Jean-Marie Balestre à la tête de la FISA. Pour la prochaine saison, seuls Peugeot et Toyota étaient partants certains. Mercedes et Jaguar refusent de s'aligner et préfèrent se tourner vers d'autres objectifs. Du coup, le championnat perd en crédibilité, c'est l'abandon, une décision lourde de conséquences. Jaguar et Mercedes sont très attirés par le retour vers la Formule 1, seul championnat capable d'intéresser en masse les sponsors, le public et les télévisions. Peugeot est donc le grand perdant de la journée. Le constructeur français avait investi des sommes considérables pour réussir son entrée dans cette compétition. C'est le souhait en fait des dirigeants de vouloir amener ces constructeurs que sont Toyota, Mercedes, Peugeot et d'autres à la Formule 1. Est-ce que c'est un réel souci de vouloir faire redémarrer le championnat? Je ne donnerai pas mon avis, même si j'ai bien une petite idée aujourd'hui, je ne donnerai pas mon avis parce que tout ça est encore un petit peu chaud. Il faut réfléchir à la situation, essayer de comprendre et puis on verra. Toute l'équipe Peugeot Sport se retrouve maintenant au chômage technique jusqu'à ce que soient définis de nouveaux objectifs. Jean Todt, bonjour. Vous êtes le directeur de Peugeot Sport. Cette décision de la FISA fait, on l'a entendu de vous, le grand perdant de la journée. Vous êtes très triste? Je suis consterné, je suis abasourdi dans la mesure où hier il y avait une réunion à Londres pour parler du championnat du monde des voitures de sport 1992, pour rentrer dans le détail, et puis on s'est rapidement trouvé face à une situation qui est devenue irréversible, qui était de dire il n'y aura plus de championnat du monde des voitures de sport en 1992. Dans l'histoire. C'est l'argent, bien sûr que nous avons investi, et un investissement ne se rentabilise que grâce à des succès et puis que grâce à une participation durable dans un championnat. Mais au-delà de l'argent, il y a le problème de l'image de Peugeot et du sport. Est-ce que vous n'auriez pas pu prévoir, quand Balestre est parti, vous saviez que vous perdiez votre principal soutien et que les Anglais étaient plus favorables aux 24 heures du Mans et qu'ils voulaient mettre vraiment la main sur le sport automobile? Non, absolument pas. Mais mettre la main sur le sport automobile, c'est pas incompatible avec mettre la main sur le championnat du monde des voitures de sport. Donc Max Mosley, qui était le président de la commission constructeur, avait tout le temps été un fervent défenseur de ce championnat du monde des voitures de sport, puisqu'il n'avait été un des principaux antagonistes. Alors est-ce que vous n'avez pas fait une erreur de stratégie? Est-ce que vous n'auriez pas dû choisir directement la Formule 1? Non, nous avons expliqué pourquoi à l'époque nous choisissions le championnat du monde des voitures de sport, parce qu'on souhaitait être présent avec les autres grands constructeurs. Et cette année, lorsqu'au départ il y avait Mercedes, Jaguar, Toyota, Mazda, Peugeot, eh bien c'était une confrontation de grands constructeurs. Il n'y avait plus que Toyota et Peugeot. Alors il n'y avait plus parce que malheureusement, comment pouvait-on prévoir que Mercedes se rétracterait ou que Jaguar se rétracterait? C'était quelque chose d'imprévisible. Cela étant, rien ne dit que ces constructeurs qui ont été signalés en Formule 1 ne feront de la Formule 1 plus tard. Alors, c'est une autre affaire. Parlons de l'avenir. Peugeot, est-ce que Peugeot va faire de la Formule 1? Écoutez, l'avenir, cette réunion, elle a eu lieu il y a moins de 24 heures. Est-ce que vous pensez qu'une société sérieuse comme Peugeot peut revoir fondamentalement une politique sportive en moins de 24 heures? Non. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on se trouve confronté à plusieurs choix. Arrêter complètement la compétition automobile, et je reviens sur ce qui a été dit par le commentateur, Peugeot n'est absolument pas au chômage technique, puisqu'actuellement on travaille, on continue à faire évoluer la voiture, et puis nous verrons ce qu'il adviendra de faire. Deuxième solution, on choisit un certain nombre d'épreuves, ne comptant pas pour le championnat du monde, l'année prochaine, parmi lesquelles Le Mans. Donc aujourd'hui, on doit regarder quelles sont nos chances de succès face à la concurrence. Alors, Le Mans, le Paris-Dakar, c'est pas suffisant pour PSA. Mais je n'ai pas dit que Citroën ne ferait que le Paris, le Cap, d'ailleurs, ce qui n'est pas le cas, et Peugeot ne ferait que Le Mans. Aujourd'hui, ce qu'il y a de sûr, c'est que Citroën fera Paris le Cap. Mais en ce qui concerne Peugeot,
Rien n'est sûr. Donc vous allez nous laisser quelques temps et puis je ferai des propositions à la direction générale de Peugeot et la direction générale devra se prononcer et prendre une décision. Mais on connaît quand même vos liens d'amitié avec Alain Prost. Lui aussi cherche un constructeur. Alors est-ce que une écurie tricolore menée par Peugeot, c'est du domaine du possible? Si oui, avec qui? Aujourd'hui, je ne vous répondrai pas, mais vous savez, ce n'est pas le fait qu'Alain Prost et moi soyons amis que ça peut convaincre la direction générale de Peugeot de faire ou de ne pas faire quelque chose. Mais la Formule 1, c'était quand même l'objectif à long terme. Non, absolument pas. À long terme, c'était que ce championnat du monde des voitures de sport ait une audience et une reconnaissance mondiale. Jean Todt, je vous remercie. La grève à l'usine Renault du Mans, les salariés se sont prononcés ce matin pour la poursuite de leur mouvement. CGT et CFDT ont rejeté dès dimanche le projet de protocole présenté par la direction. La grève au Mans a commencé le 4 novembre. Catherine Jonot, Joël Lépine. Inacceptable. Le protocole de négociation de la direction proposé dimanche est inacceptable. Dès 8h30, un meeting aux portes de l'usine donnait le ton après une semaine de grève. C'est avec calme que les grévistes ont massivement choisi à nouveau de ne pas passer les grilles dont l'accès est laissé libre aux salariés désireux d'embaucher. Les 4 pages de protocole ont largement été commentées au podium ce matin. Le fossé entre les propositions de la direction et les revendications se creuse. À chaque fois qu'on parle de pouvoir d'achat, la direction locale ne nous répond que par l'intéressement local. On ne peut pas s'en satisfaire. Cet intéressement offrirait une augmentation annuelle de 1 200 francs. Or, ce que veulent les syndicats, c'est une véritable refonte de la grille salariale. Quant aux emplois, les propositions de départ en pré-retraite et le projet d'embauche de jeunes restent trop évasifs. Il faut des chiffres concrets, disent les syndicats. Ceci annonçait 80% de grévistes ce matin. De son côté, la direction affirmait une reprise du travail à 57%. Au-delà des chiffres, on accuse la pression exercée sur les salariés. On constate que plus ça va, plus la direction avec ses cadres essaye de faire des pressions en faisant du racolage aux portes, en téléphonant dans les familles, etc., ce qui est proprement scandaleux. À ce propos, une pétition a été remise à la direction ce matin. À 11h30, la dernière rencontre syndicat-direction s'est conclue sur une fin de non-recevoir. Demain, les ouvriers sont appelés à se joindre à la manifestation d'action intersyndicale prévue au Mans et concernant l'ensemble des problèmes d'emploi dans la Sarthe. Social encore avec la grève qui dure chez les électroniciens de l'aviation civile jusqu'à demain matin. Quelques annulations de vols sur Air France ce matin et déjà des retards. Démolition sur l'île de Cavallo, en Corse, du port privé du milliardaire Jacky Seton, le PDG de Pionnier France. Le port de plaisance, construit sans permis sur un lieu classé en pleine réserve naturelle, avait fait l'objet de plusieurs décisions de justice. Épilogue, Jacky Seton vend sa propriété, quitte la Corse et le port va disparaître. En attendant le Requiem, joué un peu partout dans le monde dans la nuit du 5 au 6 décembre, point culminant de l'année Mozart, ouverture ce matin à Paris de l'exposition Mozart et la France. Le musée Carnavalet propose tous les symboles des 3 séjours que Mozart enfant et Mozart adolescent a fait à Paris et à Versailles. Claude Gleman, Christian de Carnet. Mozart a séjourné à Paris à 3 reprises. En 1763, il a 6 ans. Avec sa sœur, il méduse la cour par ses talents de petit prodige. Et 3 ans plus tard, il repasse par Paris au terme d'un tour du monde européen. Le tout cornaqué par Léopold le Père. Aujourd'hui, on aurait dit qu'il avait un sens extraordinaire des relations publiques. Il était lui-même un très bon musicien et il a réalisé que Dieu, comme il disait, avait mis entre ses mains, lui avait confié un miracle. En 1778, Mozart a 22 ans. Sans son père, cette fois, il revient à Paris. Austère mais d'apparence seulement, il y découvre la vie artistique. Les danseuses, l'opéra, ses collègues, les impresarios, les comédiens italiens. Surtout, il compose et veut forcer le destin. C'est le temps au concert spirituel de la symphonie parisienne, du concerto pour flûte et harpe que l'on entend ici. Il revoit l'un des fils Bach, Jean Chrétien. Mozart était venu à Paris avec vraiment une ambition et un désir, c'était de composer un opéra. Et malheureusement, l'Académie royale de musique, qui était à l'époque l'opéra, ne lui a commandé qu'une musique de ballet, qui s'appelait Les Petits Riens, et jamais le grand opéra. C'est seulement 8 ans plus tard que Mozart composera les Noces de Figaro, d'après Beaumarchais, qu'il ne rencontrera jamais. Ayant quitté Paris après le douloureux décès de sa mère, il n'y reviendra plus. C'est son célèbre et inséparable violon qui, lui, est de retour 200 ans après. Le visiteur pourra, s'il le désire, entrevoir les doigts de Mozart.
Je vous le disais tout à l'heure, le fichier des Juifs parisiens établi en 1940 a été retrouvé au ministère des Anciens Combattants. Sur les circonstances de cette découverte, nous venons tout juste de recueillir la réaction de Serge Klarsfeld au micro de Jean-Marc Pitt. Maître Klarsfeld, dans quelles circonstances avez-vous été averti de la découverte de ces fichiers? Bien, c'est moi qui l'ai découvert dans la mesure où, travaillant aux archives du ministère des Anciens Combattants, j'ai pris connaissance d'un inventaire servant uniquement aux employés et dans lequel il était inscrit grand fichier de la préfecture de police d'octobre 1940. J'ai demandé une fiche et ma conviction a été faite. J'ai prévenu le conseiller du Premier ministre, M. Louis Joinnet, qui avait mené une enquête officielle en 1980 et qui s'était vu répondre, y compris par ce ministère, qu'on ne possédait pas ce fichier. Et apparemment, d'après un article du Monde qui paraît cet après-midi, et le journaliste du Monde a vu M. Louis Joinnet, ce fichier se trouverait au ministère depuis la libération de Paris. Pour terminer, la couleur du ciel, Fabienne? Eh bien, Anne, une grosse tempête sur l'Écosse provoque des rafales de vent et de nombreuses perturbations sur la France. Alors regardons tout de suite la couleur du ciel. Voyez que de la pluie, il y en aura un peu partout et surtout des vents de sud-ouest qui seront de plus en plus forts, plus de 100 km/h sur les côtes de la Manche, de la pluie au sud sauf sur le pourtour méditerranéen et un soleil timide en Corse. Voilà, Anne. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité, le 19-20 avec Paul Amar. Je vous retrouve demain à midi et 12h45. Au revoir.